Bonjour chers téléspectateurs de la télévision TFA. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau de l'émission Les élections 2024. Et nous avons aujourd'hui comme invité M. Mohamed Diallo, qui est secrétaire administratif et coordonnateur national de la Convergence républicaine pour une action citoyenne, mouvement en abrégé CRAC. Et il est administrateur au niveau du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar, diplômé en marketing. Il est actif au plan politique. Et là, c'est un réel plaisir de pouvoir discuter de l'actualité politique sénégalaise. Et M. Diallo, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les téléspectateurs qui suivent la TFA, bien sûr. Je salue tout d'abord l'initiative de cette télé qui donne l'occasion à tous les jeunes de l'Afrique de se prononcer sur des initiatives. Merci et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je m'appelle Ibrahima, je suis un consultant de la TFA. Merci Mohamed de venir répondre à l'appel de la TFA. Merci beaucoup. M. Diallo, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Nous allons un peu débattre de l'actualité politique et je pense que celle qui est en tout cas sur les lèvres de tous les Sénégalais, c'est aujourd'hui comment le président de la République, M. Macky Sall, va faire son choix pour celui qui serait le candidat pour les prochaines élections en 2024. Selon vous, comment le choix pourrait être fait? Merci. Je pense que je serai très bien à l'aise pour répondre à cette question. Vu que pour notre parti qui est l'APR, nous sommes dans une dynamique. Et sur cette dynamique, c'est le président de la République que nous donnons tous les pouvoirs pour choisir un candidat qui va vraiment participer à ces élections de 2024. Et nous tous nous rendons derrière son choix pour aller à la conquête des voix des Sénégalais. Et je pense que sur les critères de choix, lui, il est mieux placé parce qu'il connaît tout le monde. Et il est aussi dans la disposition de la continuité du PSE. Il connaît les militants et nous, vraiment, nous suffisons à lui. Et nous savons qu'il va faire le meilleur choix et nous allons l'accompagner pour remporter ces élections. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite, puisque l'objectif d'un parti politique, c'est d'arriver à conquérir le pouvoir. Mais dans le contexte électoral, dans le contexte national présentement, avec tout ce qui s'est passé, les manifestations, les appels à la mobilisation, beaucoup de vies aussi ont été perdues. Aujourd'hui, on voit l'État qui a réussi à rétablir une certaine stabilité. Aujourd'hui, quelle est votre opinion par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment? Et aujourd'hui, on va vers quelle perspective? Bon, ce qui s'est passé, je pense que c'est dû à beaucoup de manipulations qui a fait que les Sénégalais vraiment ont fait des erreurs. Moi, je considère ça comme des erreurs parce que quelqu'un qui aime le pays ne va pas participer à sa destruction. Ce que le président Macky Sall a fait dans notre pays, sur tous les plans, bien vrai qu'il y a des secteurs là où on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire, mais quand même, comme on dit, l'État c'est une continuité et que là, le système qui est là, nous sommes vers une autre étape, une autre manière de faire de la politique. Au lieu de, pour être dans le militantisme d'abord, il y a des disciplines qu'il faut respecter. Dans un parti, il y a des disciplines qu'il faut respecter. Nous avons hérité de ce pays-là, le pays de Senghor, le pays d'Abdoulaye Wade. C'est un pays de paix. On ne connaît pas la violence. Mais là, actuellement, nous ne sommes pas c'est-à-dire ce que nous voyons sur la toile politique, ce que nous voyons sur le terrain, c'est contraire à ce que nous ont légué ces vaillants présidents qui sont passés par là. Ce pays ne connaît pas la violence. Et on ne peut pas aussi conquérir la voix des Sénégalais par la violence. Moi, de mon point de vue, chacun est libre de son choix.
chacun est libre de dire ce qu'il veut, et tout en respectant les normes de ce pays-là. Mais quand même, aller jusqu'à saccager, aller jusqu'à brûler les biens publics, là aussi il y a de quoi s'interroger. Moi-même j'ai été victime parce que mon véhicule a été brûlé par les manifestants. Et pourtant, c'est des gens que, voilà, il y a des gens qui ne font même pas la politique et qui ont été impactés par cette situation-là. Et tout jeune, tout Sénégalais doit vraiment manifester son insatisfaction vis-à-vis de ces actes qui ont été posés par les opposants. Moi je ne dis pas que voilà, on n'a pas froid aux yeux de dire que ce sont les opposants qui ont amené une autre forme de faire de la politique. Ils pensent que pour passer à l'élection présidentielle ou bien pour être président dans ce pays-là, il faut passer par la rue, il faut passer par la violence. Et maintenant, ce que nous, le Sénégal, la situation que nous vivons aussi, nous savons les enjeux majeurs, ce sont des enjeux d'ordre sécuritaire. Parce que le Sénégal est ceinturé de feu, quoi. Et dans une ceinture de feu. Nous sommes entourés par des pays où nous constatons qu'il y a des actes de terrorisme. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans notre pays, on voit vraiment que nous sommes infiltrés. Il y a des gens qui ont infiltré notre pays parce que les actes que l'on voit, par des actes terroristes, on ne peut pas le qualifier autrement. Ce sont des actes terroristes qu'il faut vraiment dénoncer. Mais est-ce que du fait de l'ambiance, je vais dire, on peut dire interne, donc à l'intérieur du pays, on a vu qu'après les plus grandes manifestations qui ont précédé à cette situation de paix, on peut dire, il y a eu une réaction donc de programme Réundawi. Est-ce que c'était une réaction spontanée, en tout cas selon ma perception, mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes jeune, quel est aujourd'hui l'impact véritable de la politique de jeunesse qu'on a hérité de Wade et aujourd'hui qu'on a eu aussi à avoir donc, de l'actuel président M. Macky Sall? Est-ce que véritablement ça n'a pas été une sorte de somme de beaucoup de frustrations, beaucoup de déceptions, parce qu'aussi dans l'actualité, on est en train de vivre cette masse de jeunes qui se jettent dans la mer depuis des années. C'est comme si on ne peut pas les arrêter. Est-ce que véritablement vous pensez que le président Macky Sall a réussi sa politique de jeunesse pour faire en sorte que, même s'il y a une certaine opposition par rapport à l'environnement politique et économique, parce qu'on vit aussi donc la cherté de la vie, les perspectives, on voit l'université, donc vous êtes là-bas donc comme administrateur, donc vous connaissez, nous-mêmes nous sommes sortants de l'université Cheikh Anta Diop, on a vu l'évolution positive et ça nous a aussi fait mal de voir comment le cadre universitaire a été véritablement saccagé. Et je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas péché par manque, je vais dire, d'éducation citoyenne pour cette jeunesse-là, pour qu'ils aient vraiment la fierté de porter le drapeau et de savoir préserver ce qui est véritablement, comme on dit, un commun bien-être national. Bon, pour dire que voilà, il y a un manque d'éducation, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à l'université, je ne sais même pas comment le qualifier. Moi, j'étais sur place. Et ce qu'ils ont fait, j'entends dans les discours, les gens disent que ce ne sont pas les étudiants. C'est une partie des étudiants qui a initié ces choses-là, ces saccages-là. Ils ont commencé par saccager des bureaux, ils ont commencé par saccager des véhicules, ils ont commencé par aller jusqu'à vraiment. C'est-à-dire qu'on avait noté des saccages, on a beaucoup noté des saccages au niveau de l'université. À chaque fois qu'il y ait des fronts, on note quand même des dégâts. Mais pour cette fois-ci, ça a dépassé les bornes, comme on peut dire. Aller jusqu'à vraiment prendre des véhicules des gens, les aligner comme ça et les allumer. Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Si ce n'est pas un acte terroriste, comment est-ce qu'il faut le qualifier? Si ce n'est pas un acte terroriste, aller jusqu'à attaquer un bus où il y a des citoyens sénégalais qui n'ont rien à voir avec la politique. On les attaque avec des cocktails molotov. Si ce n'est pas le terrorisme, alors c'est quoi? C'est vrai qu'on a vu vraiment une escalade de la violence donc, dans ce qui s'est passé ces derniers jours, des victimes innocentes. C'est-à-dire que la violence, ça a commencé par le discours de M. Sonko. Ça a commencé par lui. Ce sont ces discours-là qui ont abouti à ce niveau de violence-là. C'est-à-dire que
comment est-ce qu'il a commencé à faire de la politique, comment est-ce qu'il a fait son entrée politique. L'entrée politique d'Ousmane Sonko, c'est de faire de graves révélations. Tu sais qu'en administration, ça ne se passe pas comme ça. Il y a quand même un minimum de respect par rapport aux règles de l'administration. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pendant 15 ans au niveau des impôts et domaines. Donc le système qu'il combat aujourd'hui, lui, il est dans le système. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que par exemple, parce que je pense que toujours il y a ce qu'on appelle le contrôle et la régulation. En étant déjà donc sorti de l'administration sénégalaise, c'est un pur produit de l'administration sénégalaise. On a remarqué un peu la façon dont il est sorti, qu'il a été radié, donc tout cela. Mais est-ce que, parce que avant lui, beaucoup d'acteurs, je vais dire, de fonctionnaires de l'État, ont parfois fait sortir donc des informations. Et il n'y a pas eu donc de mesures véritablement par rapport à ça. Peut-être qu'avec le cas de Sonko, on a été plus radical. Mais il y a eu beaucoup de choses, parce que je pense que parfois même on le vit dans l'actualité, c'est quand on a des situations, je vais dire, donc judiciaires, le secret de l'instruction par exemple. C'est-à-dire comment on peut entendre une personne par exemple dans une structure fermée, donc vraiment garant de la sécurité, et 1 heure, 2 heures de temps après, on a donc par exemple le mémo qui sort. Je pense qu'il y a aussi, une sorte de perte de la protection, je vais dire, de la personne en tant que telle, de son image, de son intégrité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'administration sénégalaise, est-ce qu'on n'a pas péché par laxisme pour laisser certaines choses continuer jusqu'à ce que lui-même, il ait le courage de divulguer des informations, parce qu'il est quand même sous le couvert de la discrétion. Donc peut-être c'est ce qu'il avait pensé, que s'il sort certains secrets de l'administration, on n'allait pas le poursuivre pour le radier. Lui, sur les plateaux, j'entends dire que c'est le président Macky Sall qui l'a radié de l'administration. C'est lui-même qui a fait, c'est-à-dire quand tu fais une faute administrative, donc le règlement c'est une sanction. C'est une sanction. Donc c'est l'administration qui l'a sanctionné. Pourquoi il dit que c'est Macky Sall qui l'a sanctionné? Lui, toute la politique qu'il fait, c'est la victimisation. Tout ce qu'il fait, c'est la victimisation. Il a commencé par ça, par sortir les secrets d'État. Et nous tous, nous savons qu'est-ce que la loi dit par rapport mais au secret d'État. Mais sur ce plan-là, est-ce que par exemple, parce qu'on a hérité du gouvernement de Abdoulaye Wade, on a vécu aussi donc son parcours avec Macky Sall. Aujourd'hui, l'administration sénégalaise aussi, je pense que le Sénégal a une maturité, aussi une expérience en matière d'administration. On est carrément copié par la plupart des pays qui nous entourent. Mais entre le départ d'Abdoulaye Wade et l'avènement de Macky Sall, est-ce que véritablement on a instauré une certaine discipline, une certaine rigueur? Parce que véritablement, en fonctionnaire de l'État, il y a une certaine tenue, il y a une certaine retenue. Pour ceux qui travaillent même dans les ambassades, même si vous finissez votre contrat, vous êtes toujours donc lié à cette institution diplomatique par le sceau du secret. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que véritablement on a fait en sorte que ce soit quelque chose d'irrévocable? Parce que ce qui s'est passé nous a amené à beaucoup de choses qu'on n'a pas souhaitées, et que ça a aussi terni l'image du Sénégal. Et ça, c'est ça aussi la chose aussi à dire. Est-ce qu'on a su véritablement protéger, préserver l'image du Sénégal? Parce qu'il y a une communication pour vendre une situation qu'on veut dire calamiteuse nationale, et aussi une communication pour vendre aussi les bienfaits, comme vous avez dit, le PSE, le Sénégal émergent, les réalisations du président de la République depuis donc ces 2 mandats et tout. Mais est-ce qu'il y a eu aujourd'hui un juste milieu pour qu'on puisse savoir raison garder, pour que le pays aussi ne soit pas avec cette image tellement galvaudée pendant ces 2 ou 3 ans où on a vécu vraiment une telle mauvaise presse? Parce que le pays a été vraiment donc vilipendé par cette histoire donc, depuis la sortie de Sonko et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas eu ce manque de vigilance de la part de l'État? Vous savez, si on peut dire que l'image du Sénégal est ternie par rapport à l'opinion internationale, je pense que c'est depuis l'avènement de Sonko. Depuis l'avènement de Sonko, lui, ce sont des discours qu'il tient. Les discours de Sonko nous ont menés jusqu'ici. Ce sont les discours de Sonko qui ont abouti à ce niveau de violence-là. Il faut qu'on s'arrête là et que nous acceptons aussi de lui dire la vérité. Bien vrai c'est-à-dire que nous avons tellement d'intellectuels malhonnêtes sur le terrain politique,
des gens, on ne sait même pas à qui croire. Maintenant, tu vois des juristes qui interprètent des lois comme ils veulent, à leur intérêt. Or que les Sénégalais ont le droit de savoir tout ce qui se passe. Ont le droit de savoir. Maintenant, Ousmane Sonko, bien vrai qu'il est suivi par un certain nombre de jeunes, mais il a le devoir et la responsabilité vraiment de mener une politique qui respecte l'éthique et la déontologie, la discipline. Mais depuis l'avènement de Sonko, les marabouts, donc il n'y a plus de respect. Si tu vois sur les réseaux sociaux, certains de ces militants dire que nous respectons ou nous considérons Ousmane Sonko mieux que nos parents, il y a problème. Il y a problème. Ton père ou bien ta mère qui t'ont mis au monde, hein? Donc vraiment, et si tu dis que quelqu'un que tu as connu ça fait même pas 2 ans, lui il veut mieux que ton père ou ta mère, là il y a problème. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une responsabilité de l'État de donner, je vais dire, des exemples? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait une exemplarité dans le management donc, au niveau étatique. C'est-à-dire qu'il y ait des personnalités. Aujourd'hui, nous avons des régulateurs sociaux, ce sont les marabouts et autres. Mais je pense qu'au demeurant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont fait aussi ce glissement. On a vu des gens avoir des insultes, on peut dire, innommables, donc, dans les réseaux sociaux. On a pu donc les arrêter, on les a fait revenir au bercail et tout. On les a carrément donc neutralisés. Mais je pense qu'il fallait aussi prendre des mesures fermes par rapport à ça, pour que ça ne se répète plus. Je pense qu'on a une image du Sénégal qu'on ne peut pas perdre sur 2 ou 3 ans, alors qu'on a fait des réalisations extraordinaires au plan diplomatique. Le Sénégal est un pays respecté et même imité. Donc en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale et autres, nous faisons quand même référence sur beaucoup de choses. Et est-ce que sur ce plan-là, on n'a pas laissé faire les choses, on a été trop laxiste, on a laissé les choses se faire, les gens se sont permis des choses et après maintenant ont subi les conséquences. Je pense qu'un État, sa responsabilité aussi de préserver l'intégrité nationale des citoyens, mais aussi de protéger aussi l'image du pays, parce que c'est un drapeau que nous portons quand on est à l'extérieur. Donc il s'est passé beaucoup de choses, des consulats donc, ont été saccagés, donc beaucoup de choses. Ça, c'est pas quelque chose qui était plaisant à regarder. Mais l'État, est-ce que l'État, selon vous, a pris maintenant les mesures? Là, on voit la stabilité, c'est vraiment donc, paisible. Mais est-ce que l'État aujourd'hui a vu? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors de la célébration de la fête de 4 avril. Les gens ont eu un ouf de soulagement pour dire que donc on est vraiment bien géré. Ça a été véritablement comme une sorte de démonstration de force pour dire qu'au Sénégal, n'ayez pas peur, ce pays est entre de bonnes mains. Et il fallait qu'on ait ce signal-là. On en avait besoin parce que les gens étaient dans une situation totalement insécurisée. Donc pour dire qu'aujourd'hui on a des institutions fortes, que ce soit la police, la gendarmerie et donc les entités, donc, comme on dit, les forces de défense et de sécurité. Les Sénégalais avaient besoin de ça parce que ceux qui étaient dehors et ceux qui sont restés dans leur maison, donc qui se sentaient menacés, comme vous avez dit, vous avez été victime. On a vu des entrepreneurs qui ont produit le magasin, on les a saccagés. Ce n'étaient pas vraiment des manifestants. C'était des gens qui voulaient faire des larcins. Et tout ça, toutes ces failles, toutes ces choses qui sont passées, la fête de 4 avril nous a donné un peu plus une prise de conscience. On a dit, oh, en tout cas, là on est rassuré. Parce que ce qu'on a vu être présenté à nous, on a dit, ah, donc là on reprend les choses en main. Et il fallait reprendre les choses en main. Donc je pense que le Sénégal est un État suffisamment mature. Et c'est ça véritablement ce que nous souhaitions. Parce qu'on ne peut pas laisser avec les opportunités que nous avons. Mais la responsabilité étatique est de traiter carrément des situations de crise comme il se doit. Là, on a été satisfait, on a rétabli, on a neutralisé, donc on peut dire, je vais dire, l'instigateur principal, mais il y a des leçons aussi à prendre. Il faut qu'il y ait aussi une introspection au niveau étatique pour que pareille chose ne se répète plus. Parce que là, nous sommes en train de nous poser, il y a des tentatives donc, de règlement à l'amiable, mais aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à la personne du président, c'est l'institution, c'est l'État. Donc l'État ne peut pas comme ça dire voilà je passe, c'est fini. Mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et aujourd'hui je me pose la question, on fait des négociations, mais est-ce que véritablement on va dire ok voilà on pardonne, c'est fini? Non, ça c'est mon opinion en tout cas. Parce que l'État, le président fait partie de l'État. C'est la tête,
c'est le garant de la Constitution. Mais il y a tous les autres éléments. Mais aujourd'hui, je pense que même pour ceux qui sont défendeurs donc, de celui qui a fait, entre guillemets, je pense qu'il y a aussi à avoir une objectivité, une honnêteté intellectuelle, comme vous dites, que l'État, ce n'est pas un jouet. On ne peut pas comme ça être sans prise de mesure de discipline. Et je pense que mon acolyte aussi ne va pas abonder dans un sens contraire. Je pense que on peut rebondir sur la question. Donc, ne serait-ce que pour ça, il fallait respecter, il fallait vraiment féliciter l'État. C'est parce que l'État a joué correctement son rôle que nous sommes arrivés aujourd'hui à ce niveau de stabilité. Si nous sommes là aujourd'hui à faire l'émission, je pense que c'est parce que l'État a fait son rôle. Et remercier aussi et féliciter nos forces de défense et de sécurité. Vous savez, au Sénégal, si nous continuons comme ça, je pense qu'il sera très difficile de diriger ce pays-là. Et que nos aînés ne doivent pas quand même voir ça ou laisser ça prospérer. La violence n'a jamais réglé quelque chose dans un pays. Et le Sénégal, nous connaissons du Sénégal un pays de la teranga. Nous ne connaissons pas la violence, nous ne connaissons pas la guerre. Et pourquoi aujourd'hui on veut nous mener vers des voies qui vont détruire notre pays? Pourquoi? Nous, ça veut dire que ce qui nous renforçait, c'était la solidarité entre nous. C'était l'entraide. C'était vraiment l'estime qu'on avait, le respect qu'on avait vis-à-vis de l'autre. Mais maintenant, toutes ces valeurs-là ont tendance à vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à les jeter à la poubelle. Or que ce sont des valeurs qui ont participé à la stabilité de ce pays-là. Si on connaît certains événements dans ce pays-là, je pense que c'est grâce à, ou bien c'est dû à l'avènement, c'est dû à l'arrivée sur la scène politique de certains, comment je peux les appeler, des novices politiques. C'est comme ça que je peux les appeler. C'est-à-dire que moi, ce que je ne peux pas concevoir, c'est que tu dis que tu es un Sénégalais, que tu as de l'ambition pour le Sénégal, tu veux faire développer le Sénégal, et maintenant, pour l'argent du contribuable, notre argent avec lequel on a construit nos pays, tu valides ou bien tu cautionnes des jeunes qui saccagent. Durant les événements qui sont passés, jamais tu n'as vu Ousmane Sonko ou bien ces militants sortir pour dire que voilà, nous ne sommes pas d'accord pour les gens qui saccagent ou c'est les gens qui pillent. Au contraire, il les encourage. Je vous appelle au mortel combat. Jamais tu n'as vu Ousmane Sonko fustiger les actes de, comme je peux dire, de vandalisme que ces militants font. Moi, je dis que ceux qui le font, ce sont les militants de Sonko. Parce que c'est lui qui appelle à l'insurrection. C'est lui qui les appelle sur le terrain. Et on voit manifestement que les gens, ce qu'ils font, c'est de saccager les biens publics et les biens privés. Des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, des gens qui ne font même pas de la politique et qui se sont battus pour créer une petite entreprise. Et voilà, on réduit tout en cendres comme ça. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit fustiger. On peut faire la politique, mais autrement. C'est quoi la politique? C'est l'art de gérer la cité, c'est pas l'art de destruction pour la cité. N'est-ce pas? Comme on dit, ça veut dire que le développement, on parle toujours de développement, Mais c'est quoi le développement? Le développement, c'est l'ensemble des changements mentaux et comportementaux de la population. En résumé, c'est juste ça. Mais changement de mentalité et de comportement, ça doit être positif. Un changement positif, on parle de changement positif, mais pas de changement négatif. Si vraiment on a donné un mandat au président de Macky Sall et lui il est en train de réaliser ses projets et de grands projets même, parce que le terre, combien de populations prennent le terre, il transporte combien de personnes par jour, c'est énorme et c'est quelque chose qu'on devait magnifier. Au contraire, les manifestants le détruisent. Les manifestants sont en train de détruire le BRT. Ils s'attaquent aux maisons des ministres. Et les ministres sont des citoyens sénégalais à qui on a donné aussi des mandats pour bien gérer notre pays. Et pourtant, aujourd'hui, à travers Macky Sall, on a gagné le respect de beaucoup de pays sur le plan démocratique. Le Sénégal est un pays démocratique. Ça, il faut aussi que les gens le sachent.
c'est parce qu'il y a beaucoup de démocratie au Sénégal que les gens se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Oui, de toute façon, sur ce plan-là, vous avez, je pense qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je passe la main à mon acolyte, le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'éducation à la citoyenneté. Et je vais même dire au patriotisme. Parce qu'on a vu, avant même l'avènement de Sonko, on a vu le mouvement Y en a marre, on a vu comment après ça s'est édulcoré, on a vu maintenant, on a vu Frappe. Donc il y en a beaucoup de mouvements qui ont essaimé comme ça. Mais mettre la République au cœur des préoccupations, donc même lorsqu'on est en train de protester, on doit mettre la République, la nation, le peuple au cœur des préoccupations. Et ça, le président de la République et l'ensemble des institutions, comme vous dites, on se doit de féliciter les forces de sécurité et de défense, et c'est l'occasion aussi de les féliciter au nom de TFA, parce qu'ils ont quand même eu cette grandeur. En tout cas, nous, pour ce qu'on en sait, qu'on a vécu un peu, on sait qu'on a vraiment des forces de défense et de sécurité qui sont vraiment bien formées, bien matures. Donc, ils n'ont pas transgressé, mais je pense que la provocation est allée trop loin. On les a poussés à un certain niveau. Heureusement que le Sénégalais a une certaine mesure, parce qu'on a vu des scènes qui ont été véritablement, on peut dire, je vais dire, salutaires, bien extraordinaires. Des manifestants après se sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas en face d'eux des ennemis. Ce sont des Sénégalais comme eux qui sont des pères de famille, qui ont aussi donc des enfants, qui ont des étudiants, qui ont des femmes, qui ont des tantes. Donc voilà, ça veut dire que nous sommes une nation. Donc comprendre que nous sommes une nation, ça veut dire que nous avons des choses à préserver, au-delà de toutes nos divergences. Mais malheureusement, on était arrivé à un certain niveau où personne ne pouvait accepter personne. C'était véritablement une certaine violence qui était exacerbée. Il a fallu véritablement que l'État pèse de tout son poids pour neutraliser tout ce qu'il devait neutraliser pour qu'on arrive à cette situation-là. Parce qu'on ne peut pas vivre, comme vous avez dit, on est dans une ceinture de feu. On est entouré de pays qui sont ni stables ni instables. Donc le Sénégal est le seul îlot, on peut dire, de stabilité. Il faut le garder. Et ça, c'est quelque chose, c'est une préoccupation. On ne peut pas, comme vous avez dit, nous laisser infiltrer comme ça. Mais il y a une garde à faire au niveau de ce qui est là, au niveau sécuritaire. Parce que les Sénégalais aussi, ils ne sont pas habitués à ces sortes de violences. Donc là, je pense que mon acolyte pourra bien approfondir sur ça. On peut dire que le Sénégal est un pays de paix, mais on ne doit pas aussi jouer avec cette stabilité-là qu'on nous connaît. Ouais, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, le Sénégal est un pays de paix, d'où le slogan « Pays de la Teranga ». Donc aujourd'hui, si on voit au Sénégal des actes de barbarie venant des politiciens et des militants, tout le monde doit condamner ça automatiquement. Mais malheureusement, la politique, aujourd'hui, pour moi, je vois les gens qui entrent en politique, qui sont des responsables politiques. Et d'abord, ils ignorent une chose, les béabas de la politique. Les béabas de la politique, c'est quoi? C'est une formation politique. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de Sciences Po. C'est pas pour rien, mais les gens se lèvent, se victimisent, donc créent des partis politiques. Il faut aller à la conquête des populations à travers ça. Parce qu'on connaît que le Sénégal, c'est un pays, la population est trop sentimentale. Et à travers ça, les hommes politiques se profitent pour aller se lancer. D'où aujourd'hui le Sénégal est arrivé en là avec le président Ousmane Sonko, avec ses militants. J'ai entendu M. Diallo dire aujourd'hui, si les jeunes descendent sur le terrain, les militants ou bien les responsables de l'opposition, peut-être ils les encouragent. Oui, parce qu'on se rappelle, on est tous là. Le président du PASTEF disait aux jeunes, allez-y, s'il y a manifestation, allez-y dans leur bureau, maison, il y a vous allez trouver des milliards. Ça, c'est inciter à la jeunesse à la violence. Moi, je suis chez moi, je ne peux même pas avoir 1000 francs. On me dit, allez-y, monsieur Diallo, il a des milliards. Vous croyez que je vais croiser les bras? Même si je ne fais pas la politique, je n'ai pas la dépenser moi, je vais aller chez toi. Là, c'est un manque de responsabilité. Il faut que les gens parviennent à dissocier les faits. Si j'ai un problème avec Diallo, je dois camper le problème à son niveau. Mais le problème, chaque problème de citoyens, on la politise. Et là aussi, c'est un problème fondamental au Sénégal. Et c'est ça qui est
devenu jusqu'à arriver à donner des niveaux qu'il a nos crises des valeurs politiques. Aujourd'hui, le pays, le Sénégal, qu'on le dise en bas, où on le prend qu'il a dans tous les toits d'aide pour parler, le Sénégal aujourd'hui, on a perdu cette Sénégal de dialogue, cette Sénégal de teranga dans l'arène politique. Il y a que l'animosité qui est là, c'est quoi? Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas nous sommes que des adversaires. Adversaire et animal, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, vous entendez tout, vous avez dit dans vos propos, aujourd'hui, si c'est de pouvoir et de ceux d'opposition, ils disent n'importe sur l'un, sur l'autre. Et aujourd'hui, nos guides religieux qui sont là, qui jouent un rôle important, ne sont pas écoutés. Ils sont insultés. Là, nous devons revoir en tant que jeunes. Mais bon, après ça, moi, je vais aller directement là où vous avez commencé le débat, pour parler aussi le choix du président Macky Sall. Aujourd'hui, qui est quelque chose de fondamental. J'ai entendu M. Diallo dire le président Macky Sall a une carte blanche, comme tous les autres membres de Benno Bokk Yakaar. Mais là, si on me dit, moi, c'est à mon niveau, hein, je ne sais pas, mais j'ai du mal à comprendre. Quelqu'un qu'on l'a donné une carte blanche. Et aujourd'hui, au sein de l'APR, on a 11 candidats déclarés, candidats à la candidature. C'est vrai, parce que quelqu'un d'autre peut dire, dans marmotter en bas, les intentions, la volonté, ça, on peut le montrer. Mais lorsqu'on dit à une personne, vous avez une carte blanche, nous devons tous cesser d'écouter ce dernier-là. Parce que, comme vous l'avez dit, il connaît mieux que quiconque. Parmi son troupe, si je peux l'appeler comme ça. Mais pourquoi ces candidats à la candidature, M. Diallo? Comment vous pouvez me dire? Bon, je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on parle de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et au sein de cette coalition-là, on a des mouvements de soutien, on a d'autres partis qui sont venus reliés à l'APR. Donc, il y avait des gens qui avaient des programmes au début, avant de venir se relier avec le président de la République. Ils avaient des programmes, ils avaient l'intention de participer aux élections présidentielles. C'est parce qu'ils ont accepté de travailler avec le président qu'ils ont renoncé à leur candidature. Maintenant, il est arrivé à un moment où, et d'où encore je vais marquer une pause pour féliciter la grandeur du président de la République. C'est quelqu'un qui aime le pays. C'est quelqu'un qui aime le Sénégal. Parce que ça aurait été un autre président, il a droit à un autre mandat. Il aurait présenté sa candidature. Mais le président de la République, de par sa grandeur, a dit que là, le Sénégal est au-dessus de tout le monde. Le Sénégal dépasse de loin ma personne. Donc là, ce sont des actes qu'il faut encourager et qu'il faut féliciter. C'est-à-dire que le président Macky Sall mérite quand même toutes les reconnaissances de ce pays-là. C'est-à-dire que ça aurait été un autre président, je te dis que le Sénégal serait réduit en centre. Si le mot n'est pas de trop. C'est-à-dire que c'est parce que de par sa capacité managériale, il est parvenu quand même à restaurer la paix au Sénégal. Et ce n'était pas facile. Et aussi grâce au professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité. On a vu toutes sortes de manipulations envers ces voyages guerriers-là. Hein? Des gens qui c'est-à-dire si un policier sort une vidéo pour rétablir les faits et que les autres aussi, la partie de l'opposition se permet de sortir d'autres vidéos pour contredire ce que les forces de sécurité et de défense disent, là il y a problème. Vous savez, la nouvelle technologie, on peut se permettre de tout faire. On peut modifier des vidéos comme on veut, on peut faire des montages. Mais quand même, la police n'a pas ce rôle-là. Et il n'est pas dans cette dynamique-là. La police n'est pas dans cette dynamique-là. Et je pense qu'on les doit du respect. Ce sont des gens qui ont été très bien formés et qui sont sur le terrain. Au moment où nous sommes dans nos chambres et dormir, à ce moment-là, nous sommes dans nos chambres et dormir. C'est-à-dire que si les forces de sécurité de l'ordre et de sécurité n'étaient pas bien formées, il y aurait combien de morts durant ces manifestations-là? Et pourtant, ils ont été dans une situation où ils devaient tirer sur des gens. Et ils ont préféré reculer.
Et on voit des manifestants qui jubilent et qui sont contents et qui pensent qu'ils ont dominé la police. C'est-à-dire qu'il faut que l'on chasse raison garder aussi. On fait de la politique, mais il faut le faire sainement. Il faut le faire avec l'éthique, avec la déontologie, avec le respect. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fondamentaux, pour un Sénégal de paix, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter avant d'être président. N'importe qui ne peut pas être président de ce pays. De Senghor à Macky Sall, n'importe qui, c'est parce qu'il faut que tu aies un parcours, il faut que tu sois quelqu'un quand même d'exemplaire pour que les gens puissent te choisir. Ça fait partie des critères. On ne prend pas n'importe qui. Et quelqu'un aussi, à travers ses faits, on sait que lui, si on lui donne ce pays, jusqu'où il va nous mener. Maintenant, donc, comme tu l'as dit, le choix du président, je pense que nous, si nous disons, en tout cas, Benno Bokk Yakaar, Benno veut dire quoi? Nous sommes un et indivisibles. Benno, restons unis. Si ce que nous appelons, c'est-à-dire que nous sommes sincères en nous, restons derrière le choix du président de la République. C'est ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dans cette dynamique où nous sommes là, le Sénégal est en face vraiment d'un danger. Et pour sauver ce Sénégal-là, je pense que tous ces gens qui s'autoproclament candidats, il faut qu'ils reviennent à la raison et qu'ils vraiment restent derrière le choix du président de la République. Et vraiment retenir cette phrase du président de la République: le Sénégal dépasse de loin nos personnes. Parce que tantôt, M. Ousmane a dit, pour le programme de Xëy Ndaw ñi, c'est un programme très important. D'où vraiment aussi le lieu de féliciter le directeur Pape Mamadou Fall, qui est en train de faire un excellent travail. Si on avait 10 personnes comme lui, non, aujourd'hui, vraiment, on n'aurait pas certains problèmes. C'est-à-dire qu'on ne dit pas au Sénégal tout est rose. Non, on ne l'a pas dit. Mais quand même, on a fait des efforts. Et ces efforts-là, il faut quand même les féliciter. Il faut féliciter ces gens-là. Parce que, bien vrai qu'ils ont demandé un mandat et on leur a donné ce mandat-là. Mais quand même, ils sont en train de se décarcasser pour vraiment réaliser les projets qui ont été présentés à la population du Sénégal. Donc je pense que sur ce point-là, le président de la République va nous faire un meilleur choix. Que ce soit aujourd'hui ou demain. Parce que bien vrai que les gens disent qu'il a pris beaucoup de temps avant de nous dire qui sera le candidat. Mais le président connaît tous ses alliés. Il les connaît. Il les connaît tous. Et tous ceux qui se proclament ou bien qui veulent s'opposer au choix du président de la République, le président les connaît aussi. Il les connaît. Il y a des gens qui sont là, ça n'est pas par sincérité. Ils n'ont pas cette loyauté-là. C'est-à-dire qu'il y a ces détails-là, ce n'est pas une question. Des fois, j'entends des gens dire que, voilà, par loyauté, par fidélité au président ou bien membre fondateur de la paix, on n'est pas sur cette dynamique-là. Il faut vraiment rester soudé autour d'une personne pour pouvoir préserver ce pouvoir-là. Nous devons aller vers ça, la conservation du pouvoir. Il faut aller vers ça. C'est-à-dire que là, le Sénégal est entouré, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit tantôt même, le Sénégal est dans une ceinture de feu. Vous avez tantôt, on entend partout parler de coup d'État, de coup d'État, de coup d'État. Partout il y a le feu. Et nous, alhamdulillah, Dieu nous en préserve, nous sommes, c'est-à-dire à un niveau de stabilité quand même, où les investisseurs aussi. C'est-à-dire que les événements là, ils ont coûté beaucoup de choses. Hein. Oui, c'est-à-dire que même les investisseurs, aujourd'hui, ils ont peur à venir au Sénégal. Ouais. Ils ont peur d'investir. Et pourtant, il y a des Sénégalais, comme Teva, hein, qui investissent au Sénégal. Et ce sont des gens qu'il fallait encourager. Il faut encourager. Mais dans ce que vous dites là, je pense aussi, c'est aussi l'occasion de dire quelle est aussi donc la prise de participation des acteurs économiques sénégalais, d'aussi bien dans la vie économique, dans la vie sociale, mais aussi politique du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes des acteurs. Et je pense qu'aussi les derniers événements, je vais dire, dans la sous-région aussi, prêtent à être vigilants encore. Parce qu'on a vu le dernier coup d'État au Gabon,
les pays autour aussi sont avec des personnalités politiques qui ont fait plus de 40 ans à la tête d'un pays. Donc c'est carrément une gestion familiale du pouvoir. Et ça, nous, au Sénégal, on a eu cette chance. On n'a pas fait un glissement vers une sorte de coup d'État. Dieu nous en préserve, Inch'Allah, pour l'éternité. Mais je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas éluder comme ça. Je pense qu'il y a une introspection aujourd'hui qu'on doit faire avant les échéances de 2024. Il faudrait, je ne sais pas, soit une commission de vigilance, je ne sais pas, une commission de paix ou bien de préservation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, bien un cadre de concertation. Il faut qu'on arrive à être véritablement, à anticiper sur des situations et qu'on puisse réunir les acteurs, ceux qui sont aussi bien pour donc, le régime en place ou bien qui sont des opposants. Il faut qu'on arrive à une sorte de pacte. Je vais dire, une sorte de charte de la paix que tous les acteurs, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, puissent signer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est-à-dire que nous ne sommes pas extirpés d'un environnement régional. Pourquoi? Parce que nous avons vécu une situation de colonisation. Nous sommes aujourd'hui à plus de 60 ans d'indépendance dans tous nos pays. On ne peut pas aujourd'hui être déclaré des pays pauvres. Nous fournissons l'uranium, nous fournissons l'or, nous fournissons le bauxite, nous fournissons le diamant. On arrive même à dire que les diamants que nous produisons à une certaine période, c'est des diamants de sang. Vous avez vu du diamant avec du sang? Ça, c'est juste, comme on dit, une sorte de communication pour dire, mais les diamants de ça, vous voyez des pays qui n'ont même pas de minerais de diamant, c'est eux qui décident du prix du diamant. Est-ce que vous avez pu offrir à votre épouse un collier de diamant? Vous ne pouvez pas. Et alors que vous êtes dans un continent qui produit les plus beaux diamants. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé avec l'intronisation du nouveau roi d'Angleterre. Mais vous avez vu un chariot, une calèche tout en or et de diamants. Mais ces diamants viennent d'où? Du Ghana, de l'Afrique du Sud. Comment vous, en tant qu'Africain, vous ne pouvez même pas offrir à votre épouse, le jour de son mariage, une bague en diamant? Donc comment se fait-il aussi que des pays qui fournissent des matières premières pour le développement de ces pays-là, entre guillemets, démocratiques, ou bien défenseurs des droits de l'homme, alors qu'ils exploitent depuis plus de 60 ans jusqu'à l'os nos États? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aussi accepter. Que ce soit le cas du Sénégal, on a peut-être une sorte de maturité, je vais entre guillemets, démocratique, ou bien c'est parce que notre société a suffisamment de culture, donc par rapport aussi bien au plan spirituel que social et autres. Mais aujourd'hui, quand on passe du Sénégal jusqu'à la Côte d'Ivoire, nous avons tout pour être autonomes. Mais aujourd'hui, on nous empêche même notre industrialisation. On nous dicte pratiquement la façon de gérer aujourd'hui même nos nouvelles ressources. Ce n'est pas un pays étranger de nous dicter la façon dont on doit gérer aujourd'hui notre pétrole, notre gaz. La transition énergétique, aujourd'hui, pour le Sénégal ou bien pour un autre pays, ce n'est pas à être dicté. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous allons conserver comme épargne énergétique ou bien comme garantie de souveraineté. Qu'est-ce que nous allons exploiter et comment nous allons exploiter? Nous avons des ressources, aujourd'hui pétrolières et gazières. Nous avons le cadre légal réglementaire qui est copié partout. Aujourd'hui, un pays comme le Niger ne peut pas aussi perdurer. Quoi qu'on puisse dire sur les réactions des peuples, je pense que c'est légitime. On ne peut pas être aujourd'hui fournisseur de la matière première qui allume les lampes en Europe et dans le monde et être dans un continent toujours plongé dans le noir. Et je pense qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a vu, on l'a appelé Monsieur Soleil, pratiquement, lorsqu'il était en train d'inaugurer les centrales solaires. Je pense que le Sénégal a été le premier pays africain à avoir autant de centrales solaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il a bien compris. On est à un taux d'électrification qu'on peut même vraiment, donc, qu'on peut nous envier partout, autour des pays, que ce soit la Guinée-Conakry ou autre. Mais tout cela, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons travailler. Et il y a aussi une coopération au niveau énergétique. Il y a une coopération aussi au niveau de l'eau. Nous avons accueilli le sommet de l'eau tout dernièrement. Je pense que l'importance du Sénégal en matière de diplomatie mondiale n'est pas à minimiser. Donc aujourd'hui, tous ces acquis-là, on aurait dû quand même rappeler à l'ordre, aussi bien ceux qui dirigent, mais rappeler aussi à une prise de conscience ceux qui sont aussi de l'opposition, pour leur dire attention, ce pays-là que vous voulez diriger,
n'est pas, certes, un petit pays au plan géographique, mais un grand pays au plan mondial. Parce que nous sommes aujourd'hui les précurseurs de la diplomatie autour des questions liées au conflit, autour de la gestion de fleuves. Malheureusement, ce qui s'est passé, on a un pays qui a quitté l'OMVS, qui est un pays frère et ami, mais il faudrait arriver à le faire revenir. Parce que quand on tient des promesses, nous sommes ensemble pour mettre quelque chose. On a besoin d'énergie. On a un pays qui est carrément le château d'eau de l'Afrique, qui a un besoin d'avoir une centrale hydraulique d'envergure pour avoir une autonomie énergétique, en tout cas le plus possible, et pouvoir injecter aussi dans le West Africa Power Partnership, donc un réseau intégré. Donc on a vu que ça a été testé, ça fonctionne et tout cela, mais ça veut dire qu'aujourd'hui le Sénégal n'est pas sur un îlot. Il faut que les gens sachent que ce qui se passe à l'intérieur du Sénégal est regardé de l'extérieur. Le vécu des Sénégalais de l'extérieur aussi déteint sur les Sénégalais à l'intérieur. Donc ça veut dire que la diaspora à l'extérieur, même si elle n'est pas aussi importante, mais joue un rôle aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mettre un cadre de concertation pour qu'on puisse discuter des questions qui font mal, véritablement. Qu'on n'ait pas peur, parce que la politique ne peut pas aller sans vérité. Il faut qu'on se dise les vérités, aussi bien en interne en tant que dirigeant qu'aussi en tant qu'opposant. Si on ne réussit pas aujourd'hui à ça, vous savez, aujourd'hui on est sur une ligne où on n'a que des bottes. La Guinée, le Mali, le Burkina, le Niger et maintenant on a le Gabon. Et peut-être d'autres vont venir parce que les autres pays autour aussi, c'est une menace entre guillemets. Donc ça veut dire que nous aussi, nous devons faire en sorte de pouvoir anticiper. Nous ne devons pas nous créer des ennemis. Vous avez vu, pour parler un peu de l'environnement, CEDEAO et autres, les sanctions par rapport au Mali, quelque temps après, on a instauré. Le Mali est un pays frère. Nous avons les mêmes couleurs, pratiquement presque même les mêmes slogans. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on sache que nous sommes des Africains, libres, maîtres de notre destin. Nous ne sommes plus décolonisés. On doit avoir une solidarité panafricaine. Ça veut dire que les préoccupations des Maliens doivent être nos préoccupations. Les préoccupations des Burkinabés doivent être nos préoccupations. Les préoccupations des Sénégalais doivent aussi être les préoccupations des Maliens, des Nigériens et autres. Parce que nous sommes Africains avant tout. Nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes Africains. Et nous avons le cœur de l'économie mondiale, ça veut dire les matières premières. Tout ce qu'il faut pour nous développer, on l'a ici. Même en matière alimentaire. J'ai vu un reportage, c'est un expatrié anglais qui est le premier exportateur de mangue du Ghana. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un Ghanéen qui puisse avoir un appui de son État pour ça? Aujourd'hui aussi, on a l'arachide. Mais où est notre industrie oléagineuse? Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait le courage, avant les élections de 2024, de s'asseoir autour d'une table, je ne sais pas comment on va appeler ça, une concertation autour des questions politiques, économiques, sociales, environnementales aussi, parce qu'on parle de transition énergétique. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va freiner notre émergence, le plan Sénégal émergent, alors qu'on nous demande des minima donc écologiques, alors qu'on n'est même pas aujourd'hui avec un niveau de pollution. On n'est pas responsable de cette pollution dans le monde. Ce sont les pays qui sont développés avec le gaz, le pétrole, les centrales atomiques ou le charbon qui sont responsables. Et nous, aujourd'hui, 2024, 2025, 2026, c'est le moment pour l'Afrique d'émerger, mieux même d'être développée. Ça veut dire qu'on doit être en mesure de transformer nos ressources. On a une société de raffinage africaine. On doit faire en sorte que ce soit véritablement notre pétrole, que l'on raffine, qu'on voit nos véhicules circuler, qu'on ait une industrie automobile. On a une industrie aussi donc pour des avions. Le chemin de fer, alhamdulillah, on l'a restauré. Donc il faut qu'on ait le courage. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'avenir. Mais il faut qu'on soit devant le peuple. Vous avez la responsabilité aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, jusqu'à 2024. Aussi, de l'organisation dans un environnement paisible des élections, mais vous avez encore la responsabilité pour les mois à venir de tout ce qui se fait dans le pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous mettez le pays sur les rails de l'émergence pour le développement, vous êtes responsable, vous avez donc, on va vous tresser des lauriers.
Mais aujourd'hui, il faut que vous ayez le courage politique de poser les problèmes là où ça fait mal. Parce que le Sénégalais, aujourd'hui, il a beaucoup absorbé. Mais il suffit d'un étincelle pour qu'on vive aujourd'hui des situations extrêmes. Et ça, ce ne sera pas l'effet de Sonko. Ce sera l'effet d'une réaction d'une personne, comment dire, lambda, qui va maintenant sortir dans la rue. Parce qu'on aura touché au minimum vital qui lui donne un peu d'espoir. D'accord, mais je suis tout à fait en phase. Hein. Et sur toutes ces questions-là, je pense que l'État est en train de faire des efforts. Aussi bien que dans le secteur des transports, que ce soit dans le secteur pétrolier aussi. L'État est en train de faire des efforts. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, on ne peut pas tout réaliser en un temps record. C'est-à-dire que si on dit que l'État est une continuité, nous avons la responsabilité vraiment de réaliser certaines choses. Mais quand même, et que ces choses-là, nous devons aussi les préserver. Et pour les préserver, la responsabilité incombe à tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imputer tout simplement à l'État pour dire que c'est l'État qui doit garantir ça ou ça. Non, non, c'est-à-dire qu'il faut aussi l'implication aussi de la population. Il faut l'implication aussi de ces citoyens-là. Moi, je ne peux pas concevoir. On dit que, voilà, pour l'État, il nous manque tant et tant et tant. Et pourtant, nous avons des manquements. Nous avons eu à réaliser quelque chose. Et ces choses, ce qu'on a pu réaliser là, nous participons aussi à sa destruction. Jusqu'à quand nous allons nous développer, jusqu'à quand aussi nous avons élevé notre niveau économique. C'est-à-dire que toutes ces questions-là doivent être traitées, toutes ces questions-là doivent être posées, c'est-à-dire mises sur la table, que ce soit du côté de l'opposition et du côté du pouvoir. Mais là, nous constatons que l'opposition que nous avons en face de nous n'est pas encore dans les disponibilités du dialogue. Ils ne sont pas dans les... C'est-à-dire que depuis que Macky Sall est là, il a appelé à combien de dialogues? Il a appelé à combien de dialogues? Et les gens ne viennent pas. Comment est-ce que tu peux dire que, voilà, tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi? Comme le dit, hein? Tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Maintenant, on t'appelle au dialogue pour que l'on puisse discuter sur les questions essentielles, sur le fonctionnement du pays. Toi, tu dis que non, je n'y vais pas à ce dialogue-là. Mais il faut y aller. Tu vas donner ta position. Mais est-ce que ce dialogue est venu en son temps et en son temps? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir dialoguer au moment opportun, ni trop tard, ni trop tôt. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il a lancé ses appels, le contexte aussi, on a évolué. La dernière situation de dialogue, il y a eu 3 manifestations, 3 grands moments où on a frôlé le pire pratiquement. Et vous êtes témoins, vous avez vécu. Nous aussi, nous avons été témoins, nous avons vu. On a vu un peu les glissements qu'on a frôlés. Heureusement, comme vous avez dit, les gens ont essayé de crier victoire, les manifestants ont crié victoire parce que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ont reculé. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas faire face. Ils ont reculé parce qu'ils ont la mesure. Ils ont la mesure. Ils savent qu'en face d'eux, c'est les Sénégalais. Demain, ils vont avoir la sécurité de ces mêmes personnes-là qui étaient en train de le jeter, les pierres. Mais tout ça, c'est dans une conscience d'éco-citoyenneté. Si on arrive à avoir cette éco-citoyenneté-là, on va pouvoir aller loin. Et il faut qu'on inculque aujourd'hui cette éco-citoyenneté-là dans toutes les strates de la population. Il faut qu'on arrive à insérer, parce que le pays, aujourd'hui, on a cette chose qui est souhaitée par tout le monde, recherchée par tout le monde, c'est la paix. Ça veut dire qu'au Sénégal, on peut aller à la mosquée, à l'église ou à son temple de prière dans la paix, sans avoir le sifflement des balles autour de soi. On peut aller travailler, cultiver son champ, faire son business, se faire des millions ou des milliards sans qu'il n'y ait de problème. Donc si on a ça, nous sommes dans toutes les conditions spirituelles, même pour être en cohésion avec Dieu et en cohésion avec nous-mêmes. Mais pourquoi aujourd'hui on joue à se faire peur? Parce qu'en fait c'est ça, on joue à se faire peur. On n'a pas vécu de guerre. Alhamdulillah, Dieu nous a employé l'éternité. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache se projeter dans le temps et dans l'espace, mais il faut qu'il y ait la vérité. Il
faut qu'on se dise les vérités, qu'on pose les problèmes. Ça fait 12 ans que le président Macky Sall est au pouvoir. On a une escalation, des augmentations de prix sur les denrées de première nécessité, le pétrole, le gaz, il y a beaucoup de choses. On doit arriver à ce que le Sénégalais moyen puisse vivre. Dans des pays, vous avez un fonctionnaire, il n'a même pas le taux de salaire que nous avons ici au Sénégal. Vous imaginez, le SMIC devient un salaire ici, devient un salaire dans un autre pays, pour ce qui concerne le Sénégal. Donc ça veut dire que nous avons un certain niveau de confort. Mais pour qu'on ait ce bien-être, ce bon vivre ensemble, il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Parce que ce que le Dakarois vit ici, ce n'est pas ce que le jeune à Fongolemi vit, ou bien à Bakel. Vous voyez. Donc il y a des gens aussi qui font des actions par eux-mêmes. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à mettre en place. En tout cas, comme vous êtes acteur politique, vous êtes aussi responsable, vous avez la possibilité de porter ce message-là. C'est-à-dire d'inviter son Excellence le Président Macky Sall à mettre en place un cadre de dialogue véritablement véridique pour qu'on puisse discuter des questions qui font mal, mais il faut qu'on en discute. Parce que quand on a une plaie, il faut y mettre de l'alcool, le nettoyer, ensuite mettre du mercurochrome, mettre le pansement, après on a la cicatrisation. Mais si on le laisse comme ça dans la gangrène, qu'est-ce qui va arriver? On va couper le pied, le doigt ou la jambe. C'est exactement ça. Donc il faut qu'on arrive à ce que... Parce que le phénomène qui est récurrent au Sénégal, c'est le phénomène du pourrissement. On laisse une situation perdurer et à la dernière minute, lorsqu'on a perdu toutes les cartes en main, on essaie de trouver un joker. Et parfois c'est trop tard. Et ça c'est quelque chose qu'il faut faire. On a des femmes, on a des enfants, on a aussi donc la classe, les personnes âgées. Dans une discussion donc, avant l'émission, le chemin de fer. Le chemin de fer n'a pas seulement un rôle économique, mais il a aussi un rôle social. Vous avez un éclatement de la société sénégalaise. C'est-à-dire que la famille est devenue nucléaire. Vous n'avez plus la fréquence de voir votre tante, votre oncle, votre grand-père ou votre grand-mère. Donc cette transmission de valeurs, la chaîne de transmission des valeurs, elle a été coupée. Il n'y a plus ce lien entre le grand-père, la grand-mère et son petit-fils ou sa petite-fille. Parce que vous, ça fait combien de temps vous n'avez pas vu votre grand-mère ou bien votre grand-père? Si vous ne vous déplacez pas pour aller à sa rencontre, vous n'allez pas, lui, il ou elle viendra peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Parce qu'il n'y a pas le chemin de fer. Si vous ne lui envoyez pas une voiture, avec tout le niveau de confort, vous ne pouvez pas l'avoir 2 ou 3 fois dans l'année. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache que le développement, même pour les Occidentaux, ils ont créé un environnement propice à un environnement familial, avant même que ce soit la communauté ou la société. Mais aujourd'hui, on a déconstruit véritablement nos sociétés et nos familles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on a vu ces enfants dehors, le papa ne peut pas leur dire rentrer à la maison et qu'ils rentrent, parce qu'il y a un défaut d'autorité. Ça veut dire que ce qu'on dit aujourd'hui en Wolof, l'autorité, ce qu'on dit en Wolof, kilifteef, il y a une perte de l'autorité qui a commencé dans la famille, qui est maintenant rentrée au plan institutionnel. Donc si ces parents pouvaient dire à leurs enfants, rentrez chez vous, ils rentreraient chez eux. Comme le talibé, son marabout lui dit, va au champ, il va à Khelkom. Il va là-bas de bon cœur, sans rien demander. Il veut juste que la satisfaction de son marabout est un acte de foi. Mais pourquoi aujourd'hui, l'institution, ou bien le gardien de l'institution ne peut pas dire à sa jeunesse, ou bien le ministre de la jeunesse même, ne peut pas sortir en pleine manifestation, dire aux jeunes, arrêtez. Pourquoi il ne peut pas le faire? Parce que lui-même, il n'a pas cette aura. C'est-à-dire qu'il y a ces rapports-là qu'il faut véritablement considérer. Et si on n'arrive pas à régler cette situation-là, ce sera véritablement des lendemains qu'on va encore vivre, qui seront encore beaucoup plus sombres. Parce qu'on n'a pas pris le temps de véritablement poser les problèmes et de se parler. Les sociologues ont parlé, les analystes politiques ont parlé, les économistes ont parlé, les marabouts ont parlé. Est-ce qu'on les a écoutés? Vous voyez, on est en période de Magal de Touba. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui vont aller à Touba? On va entendre aussi le son du chemin de fer, du train.
C'était quand la dernière fois que le chemin de fer a parcouru la distance Dakar-Thiès ou bien Thiès-Touba. Vous vous imaginez, ça fait combien de temps? Ça fait presque 30 ans qu'on n'a pas entendu le chemin de fer rouler. On n'a pas vu le chemin de fer rouler. Des gares fermées. Toute une économie d'une région morte. Parce que tout tournait autour. Même la poste profitait donc de ça. Donc aujourd'hui, si on est dans une situation de relance politique, d'émergence, on doit le porter avec des piliers forts. Mais au milieu, au cœur de tout ça, il y a la vérité. Et il faut qu'on restaure la confiance en nos institutions. Il faut qu'il y ait de la justice et de l'équité. Que les gens puissent avoir accès aux mêmes choses, selon le niveau d'expérience ou d'expertise. Mais ça, c'est quelque chose. Et vous êtes en position de pouvoir porter. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut rien critiquer négativement. On ne peut pas faire du nihilisme. Ce serait une malhonnêteté intellectuelle pour les réalisations des infrastructures. Mais il faut faire en sorte d'avoir un discours qui restaure les valeurs, comme l'a dit donc, un acolyte. Il faut qu'on aille à ce qu'il y ait un discours sur ces valeurs. Si on arrive à porter ce discours-là, je pense que vous serez garant de la stabilité, d'élections organisées de façon paisible et une proclamation des résultats véritablement que personne n'aura à redire et l'installation du vainqueur ou bien du suivant de Macky Sall où aucun Sénégalais n'aura à redire. Mais si on est toujours là à ne pas caresser dans le sens du poil, le problème va revenir et il ne faut pas le souhaiter. D'accord, mais tu sais, là où tu as parlé de valeurs, ce n'est pas seulement les discours qui vont faire revenir ces valeurs-là. Et il faut savoir aussi pointer du doigt aux responsables, ceux qui ont participé à la destruction de ces valeurs-là. C'est-à-dire que l'État est là pour rétablir la vérité. L'État est là pour continuer sa mission, pour mener à bien sa mission. Maintenant, ceux qui sont là pour aller dans le populisme, ils prennent tous les moyens pour vraiment gagner le code de popularité. Or que il y a des moyens qui sont dangereux, qu'il ne faut pas prendre, qu'il ne faut pas emprunter. Comme le discours dont il a dit que le ministre de la Jeunesse devait avoir l'aura quand même de dire à ces gens-là, il ne faut pas faire ça, pas faire ça. Mais ceux qui le font, ils ne sont pas avec le ministre de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse est là pour toute la jeunesse du Sénégal. Mais il y a des gens qui se sont catégorisés ou bien qui sont dans une dynamique qui disent qu'ils ne se retrouvent pas dans la vision du président de la République. Ils se disent qu'ils ne se retrouvent pas. Et si vous allez sur un plateau, tu les poses la question, ils n'ont pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils disent? Le président, c'est-à-dire le programme des opposants, c'est quoi? Ils disent que le président veut un 3e mandat. Et quand le président a parlé le 3 juillet pour dire qu'il renonce à sa candidature, là tu as vu que tout le monde, voilà, eux-mêmes, leur compagnonnage n'était pas sincère. Ceux qui étaient autour de Sonko là, qui disaient que voilà, on veut faire ce 3e mandat, où est-ce qu'ils sont maintenant? Maintenant c'est eux qui se battent entre eux. Le secret qu'ils avaient là, ou bien lorsque Barthélémy Dias était avec les Ousmane Sonko, eux-mêmes ils avaient reconnu que le président Macky Sall avait droit à un autre mandat. Et on a vu les audios qui ont fuité. Et pourtant aujourd'hui ils viennent pour dire que voilà, le président n'a pas droit à un autre mandat. Ça c'est une sorte de manipulation. C'est une sorte aussi de manque de respect envers les Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont le droit de connaître toute la vérité. Si on se dit qu'on veut être politique, d'accord, on peut être politique. Mais quand même, il y a des règles, comme je l'ai dit, qu'il faut respecter. C'est-à-dire que des fois aussi, ce qu'on voit sur le terrain politique aussi, c'est le résultat de l'éducation qu'on a dans nos maisons. Hein. Si les parents aussi ont démissionné par rapport à l'éducation de leurs enfants aussi, là, les résultats sont là. Mais est-ce que sur ce plan de l'éducation, est-ce que cette démission-là, parce que c'est ça aussi, parce que nous sommes de la génération de 1970, nous avons vécu les grèves de 88, on a vécu l'année blanche. Ensuite, on est sorti de l'université. On a vu la mutation aussi de l'université, positive. On a vu les conditions de vie des étudiants. On voit aussi nos enfants, nous sommes parents.
On voit le niveau de nos enfants à travers donc, leurs écrits ou bien la façon dont ils s'expriment. On voit aussi comment le système scolaire aussi sénégalais a évolué ou bien en mal. Parce que nous sommes aussi parents d'élèves. On voit notre niveau lorsque nous avions leur âge. On sait qu'aujourd'hui, nous avons un meilleur niveau que nos enfants actuels. Donc, ça veut dire que lorsqu'on doit faire des réformes éducationnelles, des réformes pédagogiques, au plan de la formation, on salue des initiatives, il y a les ISEP, tout cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'identité et le caractère national. C'est important. Aujourd'hui, c'est important. Mais ce travail-là, j'ai été une fois à une réunion de parents d'élèves. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? Il faut choisir maintenant pour l'enfant. On faisait quoi? Éducation artistique, économie familiale, musique. On arrive à faire un choix, on vous impose un choix. Soit vous faites éducation artistique ou musique, ou bien vous avez seulement le choix de faire les deux, vous laissez le troisième. Mais nous, lorsque nous étions dans ces classes-là, on faisait éducation artistique, économie familiale, musique. Peut-être parmi mes camarades, il y avait des musiciens. Ils ont appris donc le solfège. D'autres sont des acteurs dans la santé et autres parce qu'ils ont aimé l'économie familiale. D'autres sont aujourd'hui devenus des architectes, bien des dessinateurs de bâtiments parce qu'ils ont aimé le dessin. Mais aujourd'hui, on arrive à ce que même il y a une sorte de ségrégation négative sur ces matières-là. Les enfants aujourd'hui, il faut qu'ils s'épanouissent dans leur environnement scolaire. On a vécu le double flux. On a vu ça. Aujourd'hui, on a aussi cette situation de ces abris provisoires. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le fait que vous avez la responsabilité aujourd'hui, pour les mois à venir, à poser le débat sur les problèmes qui font mal et que de pouvoir les régler et de discuter avec les... Le Sénégal peut manquer de tout, mais il ne manque pas de matière grise. Vous êtes un parfait exemple donc de niveau d'ingénierie. Dans ce que vous êtes véritablement un bon communicant. Donc ça veut dire que le Sénégal a bien formé ses cadres. Mais il faut qu'on arrive à avoir un cadre de discussion sur des problèmes d'éducation, de santé. On a vécu le Covid, avec tout ce qu'on a eu à discuter, tout ça. Mais peu importe, l'essentiel c'est qu'il faut arriver à ce qu'on puisse dire. Voilà le problème. Le plan Sénégal émergent, il y a le PSE vert, il y a toutes les filières. On doit arriver à une industrialisation. Mais il faut qu'on invite toutes les forces vives de la nation autour d'une table, ou bien le représentant de ces organisations constituées, pour discuter des problèmes de développement. Vous savez, quand vous avez le regard à l'extérieur, le niveau de développement de certains pays, il y a 60 ans, qui était au même niveau du Sénégal, le cas du Corée est là. Le cas de la Corée est là. Ça veut dire que la Corée, au moment des indépendances, aujourd'hui, constructeur automobile, ingénierie. Aujourd'hui, nous aussi, lorsque nous avons des Sénégalais qui parlent japonais, nous avons des Sénégalais qui parlent chinois, qui parlent russe. Il y a un département à l'université de langue russe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est ouvert sur tout le monde, sur toute forme d'ingénierie spatiale. On a Mbaye Kaïré, le président de la République a bien fait d'avoir mis une agence donc, spatiale. Vous parlez des investisseurs, j'étais au forum des investissements à Diamniadio. C'était combien? Plus de 1200 investisseurs. On a eu comme pays ami donc, la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui premier producteur de cacao. Ils ont organisé une filière agricole jusqu'à être leader africain, pour ne pas dire mondial. Nous avons notre arachide. Comment aujourd'hui, moi, je ne peux même pas aller acheter l'huile Niani dans ma boutique? Alors que quand j'étais plus jeune, je l'avais. Je mangeais mon bon thieboudienne avec l'huile d'arachide de mon pays fait ici. Maintenant, je ne peux même pas l'avoir. J'ai de l'huile de tournesol qui n'est pas bon. Ce n'est même pas le même niveau de qualité. Les restauratrices voudront le dire. Le niveau de chaleur que l'huile d'arachide peut supporter, l'huile de tournesol ne peut pas le supporter. Et nous avons trois façons de cuisiner. On a le talalé, on a le baral. Mais ça, le thieboudienne aujourd'hui est devenu quoi? Aujourd'hui, c'est un patrimoine mondial, le thieboudienne. Et aujourd'hui, comment nous, on ne peut pas vendre notre culture? Parce que la culture, c'est large. La culture, ce n'est pas seulement danser, le malach, ou bien aujourd'hui, entre guillemets, ce qui fait le tour des réseaux sociaux, le sous. Ce n'est pas ça la culture. La culture,
Les mathématiques, les sciences, l'architecture fait partie de la culture. Quand Senghor disait « je vais aller au rendez-vous du donner et du recevoir », c'est parce que il faut avoir un ancrage dans ses racines. Comme il disait lui, Sérère, apprendre le français, mieux que le français, et se faire accepter par le français lui-même, jusqu'à créer des mots. Au plan spirituel, nous avons quelqu'un comme Cheikh Ahmadou Bamba, apprendre, connaître, maîtriser la langue arabe, écrire des poèmes d'une extrême beauté inégalable, mais le wolofol de Seigne Moussa Ka, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'alphabétisation du Sénégalais ne pose pas problème. La question, c'est la volonté politique et c'est votre responsabilité. Et je pense que là, pour ce qui concerne la volonté, le Sénégal est en train de, ou bien le gouvernement sénégalais est en train de faire des efforts considérables. Maintenant, pour ce qui concerne l'éducation des enfants dont vous parlez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mécanismes quand même qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie aussi, je pense que ça a impacté le niveau des élèves. Il y a récemment un pays où on a interdit maintenant les tablettes là aux enfants, on les fait retourner au livre. Mais ça, c'est des initiatives. Et pourtant aussi, il y a des parents qui se donnent à fond pour quand même élever le niveau de leurs enfants, en les inscrivant sur les cours particuliers et tout. Bien vrai que tout le monde n'a pas ce moyen-là. Mais quand même, l'État est en train de faire des efforts. Là, il faut le reconnaître. Ces efforts-là, c'est-à-dire que vous avez tantôt aussi parlé des abris provisoires. Mais d'accord, c'est très normal. Le Sénégal, c'est-à-dire que nous étions à combien de millions d'habitants? 17 millions. Combien de millions d'habitants? 17 millions. Donc il y a environ 18 millions. Donc c'est très normal qu'il y ait des abris provisoires. Bien que, c'est-à-dire qu'il faudra aussi tenir compte du niveau de développement de notre pays. Ça c'est très important. Ce n'est pas quelque chose aussi à négliger. Maintenant, vous avez tantôt parlé sur l'augmentation des prix des denrées. Et ce qui a impacté ces prix-là, c'est la guerre de Russie. Et ça a impacté beaucoup de pays africains aussi. Et pourtant, lors de ces crises-là, on a vu l'État a fait des efforts en augmentant les salaires de certains qui, en diminuant aussi les prix des denrées de première nécessité. Maintenant, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut maintenant encourager, c'est de dire à l'État de se donner tous les efforts pour poursuivre ces initiatives-là. Mais est-ce qu'il y a une véritable... Qu'il y ait du suivi. Comme par exemple, même si le baisse sur le loyer, il faut qu'il y ait des suivis. Parce que les gens ne le respectent pas. Bien que l'État a pris des initiatives, au Conseil des ministres, on vote des lois. Et maintenant, la population aussi a une part de responsabilité. Si on donne un numéro vert, on dit que si quelqu'un n'a pas respecté cette loi-là, il faut quand même nous appeler. Il faut aussi que nous, c'est-à-dire que nous jouons notre rôle. Oui, mais c'est-à-dire que ce n'est pas une question c'est pas une délation. C'est une question d'organisation. Si vous avez un contrat de location, vous le déclarez, vous le déposez au service des impôts et domaines. Voilà. N'est-ce pas? Mais maintenant, est-ce que les locataires le font? Non, attendez, c'est-à-dire qu'on avait des structures, on a comment on appelle ça, ceux qui sont les contrôleurs économiques. Pourquoi on ne peut pas augmenter l'effectif? Ce n'est pas seulement venir rentrer dans une boutique pour contrôler le prix, mais la location, c'est aussi du commercial. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi cette brigade, je vais dire immobilière, pour ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État a un rôle de contrôle et de régulation. Entre ces deux-là, il y a la sanction disciplinaire. On vous donne une première injonction, une deuxième, mais à la troisième, c'est vraiment la punition irrévocable. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre. Il faut aussi reconnaître que c'est un processus que l'État aussi est en train de suivre. C'est-à-dire que de la sensibilisation jusqu'à la sanction, il y a un processus. Maintenant, nous sommes, je pense, qu'à la phase de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser. Les bailleurs, il faudrait que... C'est-à-dire que ce qui se passe dans les loyers aussi, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Comment est-ce que les courtiers là, ce qu'ils font là, ils gagnent même mieux que les bailleurs? Bon, mais bah, pourtant, c'est un système qu'on pouvait améliorer. En tout cas, moi, ce que je peux ajouter dans ça, concernant ça, il y a comme vous l'avez dit, il faut qu'on touche le doigt le problème.
Le problème, c'est quoi? L'État fait voter des lois et ne fait pas de suivi. Si on apporte des mots, les mots vont donner des mots. Plutôt, vous avez parlé de l'éducation. L'éducation aujourd'hui, c'est à 3 niveaux. Première responsabilité, c'est l'État. Aujourd'hui, comme lui, c'est nos aînés, ce qu'il apprenait hier et aujourd'hui, nous trouvons la même chose sans changement, alors que le monde évolue. Et on nous fait apprendre des choses qui n'ont rien à voir si on parle dans les administrations. Lorsqu'il a quitté l'université pour aller travailler, il n'est pas été bancable pour travailler parce que là, il n'a pas été employable. Il va aller faire d'abord une formation. Ça, c'est un problème. De un. Deux, les gens qui vont aujourd'hui, qui se lancent dans l'enseignement, ce sont qui? Je cherche un travail, je ne parle même pas, j'ai mon master, donc je sais que voilà, je ne peux pas trouver de travail. Je n'aime pas, je n'ai pas cet amour d'enseigner, je vais y lancer. Là, ça sera différent d'un monsieur Diallo qui a l'amour, qui a cette volonté-là d'aller enseigner. Il va enseigner correctement et ses élèves seront excellents. Troisième niveau, c'est au niveau de la maison. Là, les parents ont démissionné. Certes, ceux qui connaissent aujourd'hui, qui savent l'avenir d'un enfant, c'est déjà présent qu'on prépare. Ils vont investir. Peut-être quelqu'un d'autre peut dire les parents, d'autres parents n'ont pas les moyens. Ça arrive. Mais le peu qu'on a, si on investit sur un enfant, on gagne demain. Il y a 2 investissements qui ne perdent jamais. L'être humain et la terre. On investit sur la terre, on gagne. On investit sur l'être humain, on gagne. Je me rappelle, il y avait un de mes professeurs de philo qui me parlait de le philosophe Bassir Diagne, Suleiman Bassir Diagne. Il me dit, lorsqu'il a eu, s'il partait en France, en venant, il remplit des tas, des mallettes. Des mallettes ou si je peux appeler des valises, remplies de livres. C'est sa sœur là qui est aujourd'hui, elle est au niveau de... Au niveau du rectorat de l'université, ouais. Madame, il était ma professeure de philosophie. Voilà. Donc, elle disait que si Suleiman arrivait, pour eux, les valises sont remplies d'habits parce qu'ils viennent de la France. S'ils ouvrent, ils trouvent que des livres. Mais c'est dit, mais attends, non, nous, on s'attend de vous, que vous donnez des vêtements. Il dit, non, je vais investir sur vous. Parce que j'ai compris ce que vous n'avez pas compris. Et la preuve, sa sœur qui est au niveau de l'université, et l'autre, la Ramatullah Diagne, qui est au niveau de l'UNESCO, qui écrit des livres parce qu'il a investi sur ses sœurs et que ses parents l'ont investi. Aujourd'hui, le meilleur élève du Sénégal, lors des bacs, ses parents sont des instituteurs. Parce qu'ils avaient cet amour. Mais si nous avons démissionné, l'État a démissionné, et là, on va se trouver dans la rue. C'est ça la triste réalité. Les faits. Et vous avez parlé des abris provisoires, c'est vrai. Il y aura des abris provisoires. Et bon, c'est vrai, la population a augmenté, je suis tout à fait d'accord. Mais l'État, il joue un rôle de régulateur. L'État joue un rôle de veille et de maintien. Et il projette dans l'avenir. Là, pourquoi? On sait qu'aujourd'hui, à l'instant T, en 2035, comme le PSE 2035, on sait que d'ici 2035, la population sénégalaise va dépasser de 20 millions d'habitants. Pourquoi attendre jusqu'à avoir 20 millions d'habitants pour nous dire non, on a une population pléthorique, vous m'excusez du terme, donc il y aura des abris provisoires. Donc, on fait 2 fois 2 demi-mesures. Certes, si nos gouvernants prennent les choses en avant, ils aident. Parce qu'aujourd'hui, on a un président excellent. Il est un visionnaire, il est un messie, comme moi je l'appelle. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, l'opposition n'a pas un mot à dire sur le président Macky Sall. Tout ce qu'ils disent, il l'a dit, ils veulent un 3e mandat. Mais personne n'attaque sur le plan de développement matériel. Certes, dans ce qu'on peut dire aujourd'hui, il faut qu'aussi on reconnaît, et on ne peut pas tout faire à la fois. Tout n'est pas rouge. Et si on dit qu'il n'y a pas d'eau au fleuve, c'est pas il n'y a pas d'eau. Certes, il y a l'eau qui est là, comme on parle de marée basse, marée haute, marée basse. Donc il y a ça. Aujourd'hui, l'État n'a pas pu gérer
à 100% sa jeunesse. Mais le président a compris, depuis sa réélection en 2019, il a pris la jeunesse. Il sait que pour développer un pays, il faut que cette locomotive-là qui est la jeunesse. Il commence à responsabiliser les jeunes, il a lancé des formations. Mais le problème fondamental, c'est parfois les informations n'arrivent pas à temps. Et là aussi, c'est un problème. Parce que moi qui dois aller faire passer une formation, je n'ai pas l'information. Là, nos États aussi, nos institutions doivent communiquer. Voilà. Comme tout récemment, ce qu'ils ont commencé. Et lorsque j'ai vu les forces de défense mettre des vidéos projecteurs, on dirait qu'on m'a payé des milliards. Parce qu'à ce moment-là, ils ont commis des erreurs en arrière, ils sont en train de rétablir ces erreurs-là pour montrer aux gens que nous avons des informations. Parce qu'au début, lorsqu'on parlait de forces occultes, personne ne croyait. On dit que c'est un complot d'État, c'est ça. Mais lorsque les choses sont arrivées, l'armée a pris. Je peux dire l'armée dans l'ensemble, la police, lorsqu'ils ont pris le contrôle, on sait exactement ce qu'ils disent. Mais ils ont montré aux gens ce que nous avons dit, ça est là, les preuves sont là. Même parce qu'on est en politique, hein, et d'autres, comme je l'ai dit, on prend la politique comme genre d'observatoire. Donc moi, Monsieur X ne me plaît pas, donc je ferai tout. S'il est rouge, je dirais il est bleu. Ça, c'est la responsabilité de tout un sac. Hein. C'est pour dire que... Je veux juste rebondir sur ce qu'a dit d'avant, avant de vous remettre. Je vais un peu, comme on est un peu presque à la fin, je pense que ce que mon acolyte a dit est à prendre en considération. Et on va essayer de vous donner l'occasion de fermer un peu donc, le débat. Donc je pense que tout ce que nous avons eu à dire aujourd'hui est quelque chose, c'est un message, c'est un appel. Et on met ce message-là entre vos mains. Et vous voulez que vous soyez véritablement l'ambassadeur. Nous sommes des Sénégalais comme vous, mais vous êtes plus proche de nous que du président de la République. Donc on vous délègue cette qualité d'être l'ambassadeur de nos préoccupations, qui sont les préoccupations de tout un chacun d'autres Sénégalais parmi nous qui en ont aussi d'autres. Et c'est aussi l'occasion de vous remercier pour votre disponibilité, pour venir sur ce plateau de Time for Africa. Et là, véritablement, au vu de ce qui a été débattu, pour aller donc au terme de l'émission, quel est donc le message que vous portez? Bon, donc là où, avant d'en arriver là d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Daoud d'abord. C'est-à-dire que sur le secteur de l'éducation, Macky Sall, depuis 2012, lorsqu'il est venu, il faut demander aux étudiants aux élèves qui faisaient le bac en 2012. On était confronté à une situation. On allait vers une année blanche qui l'a sauvé. Vers une année blanche qui l'a sauvé. Et lorsqu'il a sauvé cette année blanche aussi, c'est à son initiative qu'il a pris la décision d'orienter des élèves dans les établissements privés pour qu'il y ait une formation professionnelle. Dont j'ai bénéficié moi. N'est-ce pas? Ouais. Donc voilà. C'est-à-dire que lui, il prend des initiatives et il y croit et il y va. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que tous les acteurs participent à la réalisation vraiment de tous les projets. C'est-à-dire que c'est au bénéfice de toute la population du Sénégal. Et on dit que notre niveau d'études est très bas. L'autre jour, quand on a invité le ministre de l'Enseignement supérieur, qu'est-ce qu'on lui a demandé sur les questionnaires d'une télé de la place? Je ne veux pas faire la promotion. Mais on lui a dit que les étudiants ont besoin de bus. Et pourtant, les bus qui étaient à l'université, ce sont ces étudiants-là qui l'ont trouvé. Je veux du mayonnaise. Cette mayonnaise qui était à la maison, je mets ça à la poubelle, je veux une autre mayonnaise. Mais il faudrait que les gens soient sérieux, que l'on revienne à la raison, que l'on sache que ce pays nous appartient à nous tous. Et que nous avons chacun le rôle et la responsabilité de travailler pour son émergence. Le Sénégal émergent là, ce n'est pas un programme de Macky Sall tout simplement. C'est un programme du Sénégal. Et que tous les acteurs politiques doivent travailler pour la réalisation de ces projets-là. Maintenant, pour terminer, peut-être je vais vous remercier pour l'occasion que vous m'avez offert. Quand même, saluer aussi la directrice et tous les techniciens qui nous ont accompagnés.
Donc, dire que c'est une télé pour les Sénégalais. C'est une télé qui n'a pas de parti pris. C'est-à-dire qu'on a vu que lorsque je suis venu, tout simplement, dès mon arrivée, on m'a mis à l'aise d'abord. On m'a fait savoir que ici tu es chez toi. Et jusqu'à la fin de l'émission, durant tout le temps, je me suis senti aussi chez moi. Et que c'est une télé qu'on doit encourager. C'est une entrepreneuse qui a pris ses moyens et investi au Sénégal. Donc la jeunesse sénégalaise, cette télé vous appartient. C'est une télé de la jeunesse sénégalaise. C'est-à-dire que pour les autres, là, je considère que pour le Sénégal de demain, ce sont les jeunes qui doivent travailler pour son émergence. Maintenant, on félicite vraiment l'initiative et on est très satisfait des conditions que vous avez mis à notre disposition. On a été aussi très heureux de participer à cette émission-là, qui est une émission très suivie d'ailleurs sur le plan international. J'invite aussi la population sénégalaise à quand même à suivre cette télé-là, parce que c'est la bonne télé. Maintenant, je ne vais pas terminer sans pour autant remercier mes camarades, ma famille d'abord, ma mère et mon père, qui m'ont donné la bénédiction avant de venir. Donc, je remercie aussi tous les collègues, les camarades de la CRAC, de la Convergence républicaine pour une action citoyenne. C'est un mouvement national qui regroupe aussi des cadres, des jeunes et des filles du Sénégal, qui ont un programme annuel qui travaille pour l'émergence aussi du pays, qui est en collaboration avec beaucoup de ministres et beaucoup de directeurs. Et aussi saluer aussi les membres de Agir Maintenant, un mouvement social qui œuvre dans le social. Bon, à chaque Ramadan, nous nous cotisons entre nous. Bon, c'est à travers cette télé-là qu'on peut faire passer le message, parce que c'est pour cela que nous sommes là aussi. Et vous nous avez donné aussi cette opportunité-là. On appelle aussi aux gens de bonne volonté de participer à ce mouvement-là. Parce qu'à chaque mois de Ramadan, nous nous cotisons entre nous. Nous achetons des denrées pour donner ça aux familles les plus démunies. Et ça fait, nous sommes déjà à notre 6e édition. Ça fait 6 ans que nous le faisons. Et Dieu merci, à chaque année, on y voit du réussite. Maintenant, vous remerciez aussi, vous les chroniqueurs, les présentateurs, pour aussi la pertinence des questions et vraiment l'éloquence dans vos discours. Donc, je vais terminer par remercier tout le monde et merci. Voilà. C'est aussi un plaisir. Merci aussi, donc, chers amis téléspectateurs. C'est véritablement donc, à la fin de l'émission. Nous vous saluons et nous vous invitons donc toujours à suivre donc, la Time for Africa, la télévision qui nous ressemble.